Pour suite, l'auteur nous parle de la Société Générale, avec un titre qui se nomme « La Société Générale, un État dans l'État ». La Société Générale de Belgique est sans aucun doute l'entreprise belge qui suscite le plus d'envie, de méfiance et parfois même de mépris. Et ce fut le cas depuis la naissance de cette vieille dame, en 1822. Elle a pourtant réussi à résister à tous les courants, ce qui en soi suscite déjà la suspicion. Mais il y a une explication évidente. La Société Générale a toujours bénéficié de la protection des milieux les plus élevés du pays. Dans la Société Générale, la Belgique aurait un tout autre aspect. Sans la Société Générale, la Belgique aurait un tout autre aspect. Et elle n'existerait peut-être pas du tout. La Société Générale a été et est encore considérée par beaucoup comme un symbole du capitalisme belge, et en Flandre comme un rouage important de l'appareil de francisation du pays. Tout comme la Cour, la Société Générale est le symbole de l'unitarisme belge. Les bruits les plus étranges circulent du reste à propos des rapports entre la Cour et la Générale. Nous en parlons dans un encadré. Dans le texte qui suit, nous nous efforcerons d'éclaircir certains points obscurs et d'ouvrir quelque peu les portes du majestueux immeuble de la rue Royale. Un petit aperçu historique nous paraît avant tout indispensable. Donc là, je poursuis avec l'encadré en question. Il fait 4 pages, donc je vais citer uniquement les passages qui m'ont l'air les plus intéressants. Les bruits les plus étranges circulent au sujet des relations entre la Cour et la Société Générale. Au sujet des biens de la famille royale aussi. On prétend parfois que le roi est le plus gros actionnaire de la Société Générale. Mais qu'en est-il en réalité? Le roi est-il riche? Immensément riche? Qui pourrait le dire? Il est de notoriété publique que Léopold Ier était issu d'une noblesse allemande désargentée. Pauvre serait un mot trop fort. Petite parenthèse, ça je n'étais pas au courant. Je savais qu'ils étaient allemands et qu'ils n'étaient pas belges du tout, mais je ne savais pas qu'ils étaient des nobles désargentés. Parenthèse fermée. Son mariage avec l'héritière du trône britannique, qui en mourut hélas trop tôt, lui apporta déjà une dot confortable. En Angleterre, il investit dans des terres, mais on ne sait pas quand furent revendues ses propriétés anglaises. Mais on sait que lors de l'Assemblée générale des actionnaires de la Société Générale en 1833, il s'y fit représenter pour 110 actions. En 1837, ce nombre était déjà passé à 565. Depuis lors, la Cour a toujours été représentée à la Société Générale. À l'aube du XXe siècle, on y trouvait même 2 dignitaires de la Cour en même temps, John d'Oultremont et Constant Goffinet. C'étaient de gros actionnaires de la Société Générale, mais ils défendaient aussi les intérêts de Léopold II. Et cet homme avait des intérêts. Lorsque Léopold II mourut en 1909, il laissa 15 millions. D'après son testament, c'était aussi le montant que son père lui avait laissé. Mais personne ne doutait qu'il y eût beaucoup plus. En effet, Léopold II avait fondé toute une série de sociétés. L'une d'entre elles s'appelait la Fondation Niederfarbach, où étaient rassemblées ses possessions au Congo. Si le roi voulut créer cette fondation à l'étranger, c'est parce qu'il comprenait qu'il lui serait impossible en Belgique d'échapper aux lois auxquelles le soumettait le code civil. Lisons-nous dans une biographie sur Léopold II. La valeur de la fondation était estimée à 40 millions de francs belges. Tout compris, l'héritage pourrait s'élever à plus de 80 millions de francs. C'est un montant qui, de nos jours, devrait s'exprimer en milliards. Et oui, je vous rappelle que, ici je fais une petite parenthèse, on parle de 1909. Donc imaginez-vous la valeur de 80 millions de francs en 1909. Parenthèse fermée. En 1913, la Cour d'appel accorda tous les biens de Léopold II à l'État belge, parce qu'il avait disposé de biens qui ne lui revenaient pas. Le Congo avait en effet été légué à la Belgique. J'ouvre une parenthèse, ici aussi j'ai appris cette semaine, oui, que le Congo était une possession personnelle de Léopold II, ça je le savais, mais lorsque c'était sa possession personnelle, le pays s'appelait État indépendant du Congo, et lui en fait était le roi de ce pays-là. Donc le Congo avait déjà été indépendant, entre parenthèses, entre guillemets plutôt, avant même 1960. Donc en 1960, le Congo a retrouvé son indépendance.
Bref, parenthèse fermée. Donc voilà, le Congo avait en effet été légué à la Belgique. Ce qui resta de tout cela, ce fut la donation royale, qui existe encore toujours. La donation royale gère un certain nombre de biens du roi. Elle est placée sous la supervision du ministre des Finances et est gérée par des magistrats, des fonctionnaires, nanana. Bref, là on rentre dans la technique. Ensuite, l'auteur nous apprend que le descendant de Léopold II, enfin de Léopold III, Albert Ier, suite à une faillite de la marque Kruger, un fabricant d'allumettes suédois dans lequel ils avaient placé énormément d'argent, la couronne a perdu beaucoup trop d'argent, et c'est à cette époque que Paul de Launoy, un comte, est venu au secours du roi pour empêcher que ces pertes atteignent de trop vastes proportions. Et c'est ainsi que naquit une relation particulièrement étroite entre de Launoy et la cour. La preuve en est que plusieurs de ses collaborateurs obtinrent des postes à la cour. Ainsi, Paul de Géradon fut administrateur des biens privés de Léopold III de 1951 à 1960. Très bien, mais dans ce cas-là, je ne sais pas qui est Albert Ier, attendez. Donc voilà, je viens de regarder qui était Albert Ier. Albert Ier est le successeur de Léopold II. Et ensuite, il y a eu Léopold III, si j'ai bien compris. Donc voilà, mais bref, ce ne sont que des détails. Donc voilà, ici, l'auteur nous explique les liens entre la noblesse et la cour royale. Et c'est un exemple qui nous suivra, enfin c'est un sujet qui nous suivra tout au long du livre. Hein. On voit que les nobles se trouvent à la tête des conseils d'administration, des plus grosses banques du pays, des plus grosses entreprises du pays, comme ici par exemple dans ce passage-là, il parle de l'union minière, de la société maritime congolaise et d'autres grosses boîtes comme ça. Ensuite, il poursuit avec un chapitre qui s'appelle La naissance, où il explique la naissance de la Société Générale. Je ne vais pas vous le lire en entier, mais il explique que en fait, c'est une banque qui avait été créée par le roi d'Hollande, Guillaume Ier, à l'époque où la Belgique était une propriété hollandaise, et que à l'indépendance de la Belgique, cette société est restée, sauf qu'elle était belge. Et la famille qui avait le plus de pouvoir dans cette société était la famille Meus. D'ailleurs, petite parenthèse, cette famille est toujours assez influente en Belgique, puisque nous avons l'un de ses membres qui est le président de la société STIB, Société transcommunale des transports en commun, et que son salaire est de 300 000 € par an. Donc oui, quand vous payez un ticket à 2,80 € pour prendre le métro, sachez que vous enrichissez des nobles qui mangent sur notre dos depuis plusieurs siècles. Et le plus intéressant n'est pas encore dit, puisque, à la page d'après, l'auteur nous explique que une banque fut créée en opposition à la Société Générale de la famille Meus, et que le plus gros dépositaire de fonds de cette banque était Rothschild. Et oui, vous avez bien entendu, Rothschild. Donc, je lis le passage. Hein. Le capital de la Banque de Belgique était en majeure partie d'origine française, et elle fut souscrite par l'intermédiaire de Rothschild. Rothschild était un ami de Brucker, même s'il entretenait également des contacts étroits avec la Générale. Avec cette nouvelle banque, Rothschild avait vraisemblablement pour but de créer un contrepoids à la puissance croissante du gouverneur Meus. Tel était du reste aussi le souci majeur du gouvernement belge. Donc voilà. C'était un ami de Brucker. De Brucker, c'était un noble qui faisait partie du Sénat, etc. Dont il a laissé son nom pour la place de Brucker. Ensuite, l'auteur nous fait un historique de la famille Meus, dans lequel on peut se rendre compte que la famille est restée à la tête de la Société Générale pendant de 1830 avec Ferdinand de Meus qui en était le gouverneur, jusqu'à 1982. 1982, il était encore l'administrateur, enfin pas lui, hein, vous vous doutez bien, administrateur du groupe AG, parce que la Société Générale, il me semble qu'elle avait été regroupée
pour créer le groupe AG qui existe encore à l'heure d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai été vérifié, mais la Société Générale, jusqu'en 2004, c'était le groupe Suez. C'était devenu le groupe Suez, entre-temps. Et il a disparu en 2004 pour laisser place à je ne sais quelle boîte, hein, on s'en fout un peu. Donc voilà. Ensuite, il y a un chapitre sur le Congo où l'auteur nous explique que lorsque Léopold II a voulu aller faire ses petites aventures au Congo, aucun des industriels ne voulait le suivre. Ils étaient très frileux. On peut comprendre, étant donné qu'il n'y avait rien pour acheminer les matières premières. Il y avait tout à construire. Et donc, ça demande un capital d'investissement très élevé sans pour autant avoir de garantie de retour sur investissement. Il nous explique aussi que l'une des plus grandes banques belges est une banque rothschildienne elle aussi, vu que le grand-père de l'actuel baron Léon Lambert avait épousé une Rothschild. Donc l'actuel, quand il dit actuel, c'est dans les années 83. Mais voilà, la banque Bruxelles-Lambert est une banque Rothschild. Je ne sais pas si elle existe encore aujourd'hui, je vais aller vérifier. Donc oui, ce groupe existe toujours, cette holding existe toujours, mais 50% du capital, enfin des actions, est détenu par le milliardaire Albert Frère, dont on parlera plus loin dans ce livre aussi, et par un Canadien, qu'on retrouvera aussi en fin de livre, car c'est très très intéressant. On verra qu'il est lié à un homme politique canadien très actuel. Et bref, petite parenthèse sur les Rothschild est refermée. Je vais reprendre le passage sur le club congolais parce qu'il est quand même intéressant. Donc je vais vous lire quelques passages. Hein. Donc Lambert était d'autre part le banquier personnel de Léopold II. Donc là on voit les liens entre Léopold II et les Rothschild, même si on s'en doutait un peu. Donc à l'exception de quelques financiers anversois tels que Bunge et Brown qui se sentaient à leur aise dans les affaires internationales, Léopold II s'appuya pour ses expéditions africaines sur des aventuriers, des militaires et des hommes qui étaient prêts à prendre des risques pour se faire un nom et une fortune. Le roi se fit aussi assister par quelques diplomates fidèles et quelques conseillers de la cour. Tous ensemble, ils formaient le grand club congolais. La plupart d'entre eux ont dû leur fortune à l'ancienne colonie belge. Leurs noms sont indissolublement liés à l'histoire congolaise. Jadot, Francky, Coquillat, Theys, Stanley, Lever de la société Unilever, Lambermont et Goffinay. Si je fais une petite parenthèse, Lever, c'était un vicomte anglais. Et c'est lui qui a créé la multinationale Unilever qui dirige encore aujourd'hui une des plus grandes parties de l'agroalimentaire mondial. Hein. Donc, quand on lit ce livre aussi, on se rend compte que la Belgique, même si ça a l'air d'être un petit pays, elle est impliquée dans des énormes affaires. Et il ne faut pas oublier qu'aussi, à l'époque de l'industrialisation, c'était le pays qui était à la pointe. Il était devant l'Angleterre, ce pays. La Belgique était à la pointe de l'industrialisation au 19e siècle. Et plus loin, nous voyons les liens entre la Société Générale et les grosses compagnies congolaises, enfin coloniales, hein, belgo-congolaise. Et puis plus loin, nous voyons que le mondialisme, la mondialisation, c'est pas quelque chose de nouveau. Et on a un très bon exemple avec monsieur Jean Jadot, qui fut appelé en Chine pour faire les chemins de fer avec une société américaine. Donc on a un Belge qui part travailler en Chine avec une boîte américaine. La mondialisation, c'est vraiment pas nouveau. Ensuite, l'auteur continue pendant plusieurs chapitres sur la Société Générale parce que c'est vraiment l'acteur principal où on peut vraiment démontrer tous les liens entre la noblesse et la cour et la haute finance, à un tel point que la Société Générale, à un certain moment, elle est actionnaire de toutes les entreprises qui fonctionnent bien en Belgique et toutes les banques. Donc c'est un peu le BlackRock de Belgique, et même au-delà de la Belgique, parce que je pense que nous le verrons plus loin dans le livre, ils avaient des actifs en Argentine, au Congo bien sûr, comme on a vu des activités en Chine. En fait, c'était une énorme holding, déjà au 19e siècle, et ensuite après ça a continué.
je tiens à dire que ce livre est très 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 détaillé. C'est-à-dire que il explique en détail quelle boîte dirigée par quelle personne, à quel nombre d'actions, dans quelle autre société, quelle était la stratégie de la société, quelles étaient l'idéologie des actionnaires, quels étaient leurs liens familiales. C'est très riche, donc je ne peux pas tout dire ici, sinon je vais lire le livre complet. Déjà que j'en suis à un tiers, même pas du livre, et ça fait déjà 40 minutes que je parle, donc je vais un peu accélérer. Mais sachez que le livre est trouvable sur Amazon à 12 € pour tous les intéressés. Et je fais pas de pub pour l'auteur, ni pour Amazon, Dieu le sait. Mais voilà, le livre est très intéressant.